Le président Paul Biya a donc prêté serment le 6 novembre 2025. Il y a quelques jours, ils sont nombreux, ces Camerounais, qui exigent, entre autres réformes, un remaniement ministériel. Et certains s'accordent à dire que ça devrait être un vrai remaniement ministériel. Ils sont même nombreux qui ont cru que juste après cette prestation de serment au Palais de Verre Paul Biya, en soirée ou alors le lendemain, on pouvait avoir ce nouveau staff gouvernemental. Pour l'instant, il n'en est rien. Je peux souligner simplement que le dernier remaniement ministériel au Cameroun date de 2019. 6 ans plus tard, il n'y a plus remaniement ministériel. Beaucoup de ministres sont même morts en fonction. Nous avons eu 2 démissions. Il y a quelques mois, la démission de M. Chiroma et la démission de M. Bello Bouba Magari. Jusque-là, il n'y a pas eu un remaniement ministériel. Je commence avec vous, professeur Owonangini. Comment expliquer cette attitude du président Paul Biya? Un remaniement ministériel au Cameroun pour l'heure, il est inutile pour le président? Merci de me poser la question. Au Cameroun, comme dans d'autres pays, ce n'est pas spécifique au Cameroun, l'élection présidentielle, c'est-à-dire de la principale autorité du pouvoir exécutif, dans un cadre constitutionnel où cette autorité détient peut-être pas l'entièreté du pouvoir exécutif, mais la prépondérance dans le pouvoir exécutif, et que cette autorité nomme donc les membres du gouvernement. Après une élection, généralement, il y a un mouvement ministériel. Maintenant, dans l'expertise, et particulièrement l'expertise camerounaise, il y a une typologie de ces mouvements. Il y a ce qu'on appelle une formation de gouvernement. La typologie a été forgée en fait par Pierre Flambon-Gayap dans son livre « Cameroun qui gouverne ». Il y a une formation de gouvernement. Ça veut dire que le mouvement ministériel a une large ampleur. Non seulement il restructure fortement le gouvernement en termes de personnalité, mais il change parfois la structure du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle une recomposition du gouvernement et il y a ce qu'on appelle un ajustement du gouvernement. L'ajustement du gouvernement, c'est la forme mineure où le gouvernement n'est pas bouleversé. Toujours est-il qu'il y a généralement un mouvement ministériel. Et ce mouvement ministériel est d'autant plus attendu que le septennat précédent, le président Paul Biya n'a fait qu'un seul mouvement ministériel que vous avez évoqué en janvier 2019. Et il y avait des pressions politiques autant que des pressions sociales appelant à ce qu'il y ait un mouvement ministériel, un autre mouvement ministériel qui n'est jamais arrivé. Dans une conjoncture où l'élection présidentielle s'est soldée par une controverse qui a pris une forme dramatique avec une tentative claire d'insurrection, entraînant donc la réponse des forces de défense et de sécurité, réponse proportionnée, parce que une certaine propagande veut faire croire... Vous parlez des réponses proportionnées. Alors ça qu'il y a veut des dire, morts. oui, mais il peut y avoir réponse proportionnée des morts. Vous avez vu que les morts, ça ne dit rien. Ce n'est pas que les morts ne me disent rien, c'est qu'il y a des conditions objectives du maintien de l'ordre. Quelque chose explique les morts. Attendez. Prenez par exemple la brigade de Newbel. Vous avez des groupes qui avancent et qui encerclent une brigade. À l'intérieur de la brigade, il y a des agents qui sont là pour assurer le service public. Ils font face à une foule menaçante. Ils font des avertissements. La foule ne se calme pas et se montre de plus en plus agressive. Ils font des tirs de sommation. La foule ne se calme pas. Mais en maintien, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut tuer. Oui, mais le droit du maintien de l'ordre définit. Il y a une démarche de principe qui est indiquée dans la loi 90-054. L'usage des armes à feu est par principe proscrit. Mais l'article 4 dit qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut recourir à l'usage des armes à feu. Donc, l'armée et la gendarmerie et la police du Cameroun ont fait l'effort de
réprimer le moins possible, s'il faut utiliser ce mot. Parce que justement, l'une des choses qui était recherchée, c'était que la réponse par le maintien de l'ordre soit tellement violente que ça crée un mécontentement généralisé. Mais quand vous avez des gens radicalisés et violents, malheureusement, il y a des situations où il y a des morts. Et peut-être même que les commanditaires de cette affaire, c'est ce qu'eux, ils recherchaient. Donc, passons. Pour dire que il faut faire extrêmement attention dans ce genre de situation. Et l'autorité est consciente de ce que ce climat de tension est lié à un certain nombre de problèmes que le président Paul Biya, à l'occasion de sa prestation de serment, a évoqués. Et il sait aussi que les mêmes courants de l'opinion attendent un mouvement ministériel. Que ça fasse plaisir ou pas à tel ou à tel secteur, c'est quelque chose qui est objectif. Les gens attendent un mouvement ministériel. Maintenant, c'est le président de la République qui va déterminer le moment et l'ampleur. Mais les conditions effectives font que ça va être difficile de se passer d'un tel mouvement. Valère Bessala, si après 6 ans, si après tout ce que nous avons eu sur le terrain comme malaise, j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui sont mortes au gouvernement, c'est-à-dire certains ministres qui ont perdu la vie étant membres du gouvernement. Nous avons parlé de ces multiples critiques à l'endroit de certains membres du gouvernement. Une bonne partie du peuple camerounais pense que le gouvernement, certains membres brillent par une certaine incompétence, mais le président a quand même maintenu ce gouvernement pendant 6 ans. Alors, un nouveau septennat est maintenant sur les rails. Est-ce que nous pouvons espérer du président actuel un vrai mouvement ministériel? Je ne sais pas ce que vous entendez par vrai. C'est-à-dire que parfois le président enlève 2 ou 3 personnes, on les remplace et le même staff pratiquement est maintenu. Est-ce que c'est ce que le président va encore faire? Justement ministériel, ça. Voilà. Donc, je répète, je ne sais pas ce que vous entendez par vrai, parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Ce Paul Biya depuis des dizaines d'années. Ah bon? Il n'y a plus rien du tout. Donc, je ne vous ai pas fait compris. Je voudrais simplement dire d'entame que Biya de 2018 n'est plus le Biya de 2025. Qu'est-ce qui a changé? Biya de 2018 avait pris un décret 1 an avant, presque 10 mois avant la présidentielle, il a rafraîchi le gouvernement. On a vu Dion arriver. Dion Ngouté arriver. Immédiatement après les élections de 2018, il a rafraîchi le gouvernement quelques 2 mois après, je crois. Quelque chose comme ça. Mais c'était encore quand même quelqu'un qui avait encore une certaine vivacité, une certaine vigueur. Là, je parle du physique. Et dans l'appareil, certains de ses collaborateurs n'avaient pas encore des ailes aussi poussées qu'on les leur voit maintenant. Alors, 2025, c'est différent. Et je vais vous dire comment c'est différent, parce que il y a des signes. Vous savez, c'est un monsieur Biya qui a capitalisé énormément d'énergie. Quand je dis énormément d'énergie, je parle d'énergie cosmique et astrale. Et quand on voit, je prends seulement un indicateur, la campagne. Quand vous voyez ce qui lui est arrivé à Garoua avec son avion, qui a connu un impair, une avarie, avion qu'il a amené à Maroua, je parle de Maroua, qu'il a amené à Maroua, a connu une avarie, une panne, du fait d'un accident entre guillemets. Le président, qui était encore au trop plein de ses énergies cosmiques, aurait déjoué cette affaire. Je vais aller, ceux qui ont des yeux et des oreilles pour me comprendre, ils me comprennent et me voient. Alors vous voulez parler de la sorcellerie avec le président? Laissez-moi poursuivre. Et il a tellement bien compris le sujet, après Maroua, qu'effectivement que ses adversaires, je veux même dire son adversaire principal, était bien préparé. Sur ce terrain, et sur ce terrain cosmique et mystique, qu'il a renoncé à la monnaie télé.
Parce que les gens pensent que... Il a eu peur de la sorcellerie et du roman. Non, non, vraiment, monsieur. Laissez-moi poursuivre. Non, nous voulons bien comprendre. Posez-moi donc des questions vraiment qui me permettent d'avancer. Oui, celle-là ne te permet pas de reculer. Parce que dans la Lekié, il était prévu qu'il aille encore avec son hélicoptère habituel. Il y a renoncé. Les gens ont pensé peut-être que c'est parce qu'il nage, ainsi de suite. Mais Mona Télé, c'est à quelques encablures. C'est 10 minutes, ou 5 minutes même, du palais. Il avait parfaitement compris cela. Donc il a préféré se rétracter, se retirer. Parce qu'en fait, il faut donc penser, voir cette élection présidentielle, ces quelques éléments, pour vous ramener encore. Et là, je vais entrer dans votre question. Donc, on a lancé un message mystique à Biya. Je vais vous dire, monsieur Haïssi, que moi, j'observe toujours les choses avec plusieurs paramètres. Et je vais vous dire que cette élection a été extrêmement mystique. Extrêmement mystique. Même celui dont nous parlions dans et comme à la fin dont le président a gagné, cela signifie que c'est toujours le plus grand même sorti. celui dont nous parlions dans le premier sujet c'est très bien préparé. Mais il a été foudroyé. Et je vais même vous dire une chose. Non, tranquille. Je vais vous dire une chose. Issa Chiroma a justement gagné la bataille mystique. Ah bon? C'est-à-dire que si je vous ai donné les deux éléments du président sur l'avion du président à Maroua et sur son retrait à Mona Télé, c'est-à-dire renoncer à y aller, je vais vous dire qu'il a gagné la bataille mystique, mais bien lui a arraché la victoire en plein jour. C'est-à-dire à travers le Conseil constitutionnel et tout ce qu'on a eu. Parce que Issa a eu la victoire sur le plan mystique. Ça, je vous le dis clairement. Biya a parfaitement compris. Or, Biya, qu'on connaît, jusqu'avant 2018, ne pouvait pas perdre une telle bataille. Biya gagnait toujours d'abord sur le plan mystique et ensuite venait gagner en pleine journée. Or, Issa a gagné sur le terrain mystique. Et rassurez-vous, Maroua, où le Grand Nord, c'est chez lui. C'est chez lui. Ça veut dire qu'il était en parfaite harmonie, en parfaite phase avec les forces cosmiques de chez lui. Vous ne pouvez pas quitter, même fussiez-vous président de la République, à un moment où la colère du peuple gronde. Et vous allez défier un fils du pays qui avait déjà fait le parcours de Issa pendant la campagne chez lui. Donc il était prêt. Parce que Biya, que le Grand Nord acceptait encore jusqu'en 2018, ne pouvait pas connaître une telle avarie d'aéronef. Parce que c'était un grand signe. Ça veut dire même que je vais vous dire une chose. Certainement, là je suis sur certainement, et c'est subjectif ce que je vais dire, certainement il était même prévu qu'il n'atterrisse jamais. Faites très attention. Et que peut-être sa composition cosmique lui a permis quand même d'atterrir. Donc je vais vous dire une chose, monsieur Pafaï, je sors de là parce que ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. Ça peut faire peur à ceux qui nous regardent. De la politique en sorcellerie, ou bien de la sorcellerie politique. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple? Dites-nous. Vous croyez que nous sommes dans une affaire simple au Cameroun depuis l'élection présidentielle, depuis que vous voyez tout ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans une affaire simple. C'est une bataille entre des Baphomet qui se passe. Et donc, si vous n'êtes pas prêt, vous vous retrouvez écrasé. Vous avez dit tout à l'heure au professeur, et qu'est-ce qu'on fait des morts? Parce qu'il y a toujours des poussins qui finissent écrasés. Alors, je poursuis et je sortirai par l'analyse en disant que Biya a donc arraché cette victoire au grand jour que Issa lui a prise dans la nuit. Ça, je résume tout ce que je viens de dire. Comprenez? Pour dire que Biya aujourd'hui, pour moi, je n'attends plus grand-chose de lui. Parce qu'en fait, il est affaibli. C'est pour ça que j'ai commencé par ses valeurs un peu astrales. Pour que vous compreniez ce que je vais dire à la fin. Biya est affaibli. Affaibli pourquoi? Parce que Issa est venu achever mystiquement ce que ses propres collaborateurs avaient déjà commencé sur lui. Biya est mystiquement diminué. Vraiment diminué. Vous insistez, hein? J'insiste, il est diminué. Je vous ai dit, sinon ceci ne lui serait pas arrivé. Et il n'aurait pas reculé à mon intérêt. Il est diminué. Et donc, il est pris entre plusieurs feux, le président. Le premier feu dans lequel le président est pris, c'est son incapacité physique déjà. Il est diminué, le président. Il ne peut plus faire ce qu'il pouvait encore faire jusqu'en 2018. Je prends cette limite-là, même s'il était déjà un peu fatigué. Mais maintenant, il ne peut plus. Pourquoi? Il est dépendant physiquement de certains de ses intimes qui s'occupent de lui. Vous comprenez? Même si dans son imaginaire ou dans son cerveau, psychologiquement, il peut encore réfléchir, il peut encore penser. Et quand je dis diminuer physiquement, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir accès à la bonne information quand il la veut. Ça veut dire que diminuer physiquement, il ne peut recevoir que ce que ses intimes décident de lui dire comme information. C'est pour ça qu'il y a des choses parfois, et là j'en suis certain, dont il n'est pas toujours informé en temps réel. Je pense seulement à l'affaire Savannah. On a eu l'affaire Savannah en fin 2023. Où lui-même il a appris par des câbles diplomatiques tchadiens et par des voies détournées que la SNH
avait créé une structure nébuleuse, Savannah, et avait décidé de mettre la main sur le pétrole tchadien à travers le pipeline Codco. Je pense seulement ce cas. Monsieur, je pense que le bâtonnier Akere en a fait tout un mobile de combat. Ça, c'est un élément. L'autre feu, c'est le feu de ses propres collaborateurs, qui justement sont passés par ses intimes pour pouvoir l'atteindre. Pour pouvoir l'atteindre et l'affaiblir. Donc, ils l'ont affaibli pendant 7 ans. Et l'autre feu, c'est les membres du gouvernement, c'est-à-dire son gouvernement à lui, qui le prend à son propre jeu. C'est-à-dire que Biya s'est cru très malin en nommant un premier ministre qu'il savait qu'il ne pourrait pas gérer son gouvernement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de personnalité, c'est un très bon travailleur, mais il savait qu'il ne peut pas tenir les grosses têtes du gouvernement. En nommant un ministre secrétaire général de la présidence, en l'élevant ministre d'État, sachant qu'il allait augmenter en force, et puis sachant qu'il avait aussi son grand ami au ministère de la Justice et que ses forces allaient se neutraliser. Et donc il allait dormir tranquillement pendant 7 ans, laisser le Covid passer, ils allaient détourner tout, laisser les Cannes passer, ils allaient détourner tout, et tous les grands scandales que vous connaissez, pour ressurgir en 2025 et demander encore aux Camerounais une autre élection. En fait, Biya a tout fait pour s'assurer qu'il mourra au pouvoir. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était de ne pas travailler, de donner l'impression au peuple camerounais que non, ce sont mes collaborateurs qui dérangent. Moi, je suis déjà âgé, je leur ai confié le pays, mais ils n'arrivent pas à faire l'affaire. Et donc, de revenir prendre une autre élection et d'aller droit vers un mandat qui pourrait l'amener ailleurs. Donc, je sors en disant que l'autre feu, le dernier, c'est le feu du peuple camerounais et de l'opposition consciente qui continue à se battre. Et justement, c'est ce peuple que nous avons réussi à réveiller. Et Issa Chiroma en a valablement profité. Et je crois que c'est un grand test. C'est un grand test que Issa nous a fait faire sur le travail que nous avons eu à faire. Parce que si était Kamto, que ça aurait été pratiquement encore la même chose, vous comprenez? Parce que le peuple était déjà, pour la bonne partie réveillé, prêt à tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc je dirais que, remaniement ou pas, tout ce que nous attendons de Paul Biya, c'est tout simplement qu'il puisse garder notre pays sur les rails et qu'il ne fasse pas, de vagues pour qu'il ne nous laisse pas ce pays à feu et à sang. Parce que nous continuons à travailler avec le peuple pour que ce qui va se passer peut-être dans les jours à venir, si Issa ressort de son buisson, parce que dans mon analyse, je l'ai dit, s'il ressort de son buisson et avance, ce qui risque de se passer, le peuple risque d'en profiter. Si vraiment il est efficace, s'il revient de manière efficace. S'il ne revient pas de manière efficace, Biya peut peut-être tuer cette révolution avec un remaniement, comme vous le dites. Mais est-ce que ceux qui seront remaniés, ou du moins ceux qui arriveront dans le remaniement, pourront faire le job afin de suer les larmes du peuple? That is the question. Alors nous, on pose simplement un principe, c'est que Biya, remaniement ou pas, le peuple dit, il faut partir avec vos collaborateurs. Si vous ne voulez pas partir avec vos collaborateurs, nettoyez le système pour que le peuple au moins vous retire de sa vengeance, vous retire de sa colère, pour qu'au moins le Cameroun reste toujours debout. Merci Valère pour votre regard ce matin. Un regard à la fois mystique et idéologique. Alors, Chantal Roger Tulle, ce peuple que nous avons vu dans la rue il y a quelques jours au Cameroun, ce peuple qui véritablement souffre, n'est-il pas en droit d'exiger un vrai remaniement? Moi, j'insiste sur vrai. Complètement. Le ministre, ça veut dire serviteur du peuple. Les jeunes qui, je ne cautionne pas, je ne dédouane pas ceux qui ont cassé et qui ont brûlé, mais il y a un message, c'est le mal-être. Vous n'habitez pas au Cameroun, vous habitez au Cameroun, ça ne va pas. La famine est une constante. La pauvreté, c'est une réalité. L'arrogance de ceux qui sont au pouvoir est réelle. Cela a mis à mal ce qu'on appelle la solidarité nationale. Les gens évoluent par petits groupes. D'autres gouvernent par embuscade. L'élection qu'il y a eu a donc fait ressortir ce malaise, ce mal-être, cette interrogation sur l'avenir. C'est les 3 questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? C'est comme ça que j'essaie de résumer ce que Valère disait tout à l'heure. Évidemment pas mystiquement pour ce qui me concerne, mais vous évitez le terrain mystique? Que je n'évite pas. J'ai dit pour le moment. C'est pour les initiés. Et voyez, depuis 2018-2019, pardon de trahir un secret, mais il y en a un parmi eux, de mes proches, qui a écrit dans sa carte d'identité nationale, membre du gouvernement.
C'est la vérité. Et chacun a vu la carte d'identité d'une très haute personnalité où c'était écrit épouse du chef de l'État. C'est la carte nationale. Pas, si là vous avez vu. Je peux finir. La carte nationale d'identité, non, à Bastos, quand il s'est agi de voter et qu'on a fait un zoom sur une carte d'identité populaire, c'était effectivement écrit. Est-ce que vous êtes toujours dans la problématique? Pourquoi j'ai l'impression que vous ne voulez pas me laisser parler? Je viens sur le ministre, qui est le serviteur du peuple. Est-ce qu'il sert encore le peuple? Non. Il y a un malaise, il y a un mal-être qui a divisé la société. Il y a donc plus le Cameroun qui est une entité solidaire. Il y a les Cameroun, celui de 13 en bas, celui du dernier wagon qui est l'Est de la République, la mienne, où on n'écoute personne, où on ne regarde personne. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure si vous voulez. Et l'exigence pour les régions du Cameroun de se réapproprier leurs choses. Parce que le pouvoir politique appartient quand même finalement à ceux qui ont voté, si tant est que la victoire de M. Biya est actée. Chacun sait très bien que la forme actuelle de remaniement est très critiquable. Dans sa forme actuelle, le Premier ministre devient le premier des ministres. Il est nommé dans le même décret, quelquefois le même jour, et ça n'apporte pas à son prestige. Depuis 5 ans maintenant, il n'y a pas eu un acte de gouvernement que le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé. Le seul moment où on l'entend réellement, c'est quand il reçoit un ambassadeur en fin de séjour, ou quand un lui fait la faveur de venir lui dire au revoir quand il s'en va. D'autres moments, c'est la petite réunion rituelle de tous les derniers jeudis du mois, le 29 quelquefois. Et le peuple ne se retrouve plus dans ce gouvernement. Et parce que s'il y a un changement, je passe sur les décès, je passe sur les injustices de la région de l'Est qui a perdu Dondo Ndoké et qui a été remplacé par Foucalyptus, qui n'est pas de ma région, c'est le partage du pouvoir politique après une élection politique comme celle qui vient de se passer. C'est ce que le peuple attend. Il attend quoi? Il attend éventuellement la main tendue. C'est pour ça que je n'ai pas été d'accord avec les 2 dernières phrases de notre chef de l'État. L'ordre régnera. Quand on dit je tends la main, on n'est pas aussi martial dans son discours, aussi violent, aussi définitif. Le peuple pense que Covid-19, il doit y avoir des retombées. Le peuple pense que Olembe, il doit y avoir des retombées. Le peuple pense que Fipangrassi, on ne soigne pas le Covid-19 avec cela. Il y a de l'argent qui est allé là-dedans. Le peuple pense que, vous avez su avant-hier comme moi, qu'une des mesures urgentes du ministre de la Santé, c'était de baisser le prix du Viagra avant-hier. Ça vraiment, c'était urgent pour faire ici. Donc le peuple pense qu'il faut revenir aux fonds baptismaux. De qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement? De pourquoi M. Biya a gagné? Pourquoi il a été candidat? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Voyez, parfait ici. Pocheté. Il m'a semblé que je n'avais pas fini et que vous m'avez pris 2 minutes. Regardez parfait ici la composition du gouvernement dans sa forme actuelle. Et dites-moi, qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Et qui doit faire quoi? J'aime beaucoup le ministre des Travaux publics pour ne rester que sur son exemple. Mais je parle là de right man à the right place. Monsieur Ngano est sans doute très sympathique, mais c'est un infirmier breveté. Il ne vous gêne pas qu'une route Yaoundé-Simalène soit faite pendant 15 ans? Moi, ça me gêne. Il ne vous gêne pas que Santa Babadjou soit une route qu'on a toujours projetée et qui n'est pas réalisée jusqu'à maintenant, pour ne rester que simple sur les travaux publics. Maintenant, vous avez voulu que je chute, je vais chuter par là. Oui. Il n'est pas possible qu'après un événement fort, comme celui qui a eu, les alliés continuent d'espérer. Ceux qui ont accompagné l'élection du président. Il est de bon droit que ces alliés entrent dans l'équipe gouvernementale, avec les idées qui sont les leurs, avec comment ils défendront ce pourquoi ils ont fait élire le président Biya. Et le peuple jugera. Pourquoi le peuple jugera? Parce qu'il n'échappe à personne. Que c'est un pré-gouvernement. Que pour ce qui concerne l'Est de la République que je prétends défendre ici, qu'il y aura sans doute un gouvernement, sans doute une autre élection dans 2 ans. Quelqu'un parlait de la force physique du président Biya. Et
Eh bien, je m'aligne dans cette phase pour dire que il vaudra mieux en ce moment-là être acteur plutôt que spectateur. Là où on parle du Cameroun, il faut que l'Est soit et l'Est sera. Vous êtes le représentant de l'Est sur ce plateau apparemment. Le président Biya a dit à l'hôtel de ville, si je suis le président des Camerounais, oui, je suis sans doute originaire du centre et du sud. Merci. C'est donc légitime que je revendique ma région qui me semble être la dernière de la République. Vous l'avez fait avec Mike Stria. Joseph Marie Lundu, ce peuple qui se battant exige quel type de gouvernement? Vous avez suivi Chantal Roger tout à l'heure faisant allusion à un ministre et faisant allusion à la formation initiale de ce ministre. Est-ce que c'est un problème important? Est-ce que c'est un problème sérieux? On devra avoir un gouvernement de technocrates ou alors un gouvernement de politiciens? Je suis spécialiste dans le montage et le suivi des projets. Je vais utiliser la démarche projet pour vous répondre. Le président Biya est peut-être à son 35e gouvernement depuis qu'il est à la magistrature suprême au Cameroun. On a vu venir des gouvernements. C'est les Camerounais, hein? On ne va pas aller chercher des gens à la planète Mars. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas complètement Camerounais. Ce seront des Camerounais. Et ces Camerounais-là... J'ai cherché partout au Cameroun, je n'ai pas vu un Bayrobé. Je cherche toujours. S'il vous plaît. Donc, vous avez un problème avec sa nationalité? Je cherche toujours. Et je ne sais pas jusqu'où pas aller l'intégration régionale. Ça existe. Donc, je pense que... Je n'ai pas vu beaucoup de Bayrobé à Garoua. Là, c'est un autre problème, hein, Chantal Roger. Ça ne fait pas partie du type de gouvernement. Et je voudrais quand même signaler à Chantal que je ne fais aucune interférence dans son allocution. Et que je souhaiterais qu'il me donne l'opportunité de parler. Allez-y, José Marie. Parce que je voudrais entrer dans l'analyse. Je vais sortir des anecdotes. La culture est une chose importante. Tout à l'heure, j'ai apprécié l'insistance de Saint-Éloi quand il a dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont perdu toute leur fortune. Il y a des familles endeuillées, des familles affamées. Lorsque le président de la République prête serment dans la culture de chez nous, ce jour-là, on aurait dû donner à manger dans les quartiers. Parce que, une fois de plus, un groupe d'individus est allé au palais, pendant que dans les quartiers, les autres regardaient. C'est la métaphore que mon frère Tulé utilise entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et vous pensez qu'on peut donner de la nourriture dans tous les quartiers? On peut donner, on peut symboliquement, et ça s'est fait dans cette ville. Ça s'est fait dans cette ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que cette affaire concerne tous les citoyens, y compris... Ce sera sur quelle ligne budgétaire? Mais sur les lignes budgétaires du serment. Parce que le serment là a été organisé sur des lignes budgétaires. C'est ces lignes budgétaires. Mais il y a des lignes ici, les lignes communes, où on pioche même pour les anniversaires des enfants des gens. Donc je pense que ça c'est une première chose qui nous montre que... Parce qu'à l'époque il y a eu ça. Oui. Qui nous montre que la culture du don, de la générosité nous a quittés. L'autre chose qui m'impressionne, c'est que je pense que après 65 ans d'un régime présidentiel, et lorsqu'on observe les dégâts de ce régime, que pose ce régime présidentiel, c'est-à-dire qu'à chaque élection, il y a des conflits. À chaque élection, on vous dit, il y a des morts. Le code électoral, etc., etc. Et nous sommes en droit de nous arrêter et nous interroger, est-ce qu'un gouvernement suffira à régler les problèmes structurels du Cameroun? Parce que pour ma part, nous avons un problème structurel et non conjoncturel. Donc sur le plan politique, ce modèle montre clairement ses limites. Ce modèle qui fait d'un homme pratiquement un dieu sur terre et qui lui donne les devoirs, les pouvoirs sur tout. Quelqu'un va inaugurer
un petit pont à Somalomo, il dit Paul Biya. Quelqu'un pêche son poisson, il dit Paul Biya. Est-ce qu'on peut arriver à un régime politique où on responsabilise clairement d'autres citoyens? Je pense qu'on devrait porter la réflexion dans ce sens. Sur le plan économique, est-ce que vous savez que nous sommes des esclaves? Notre économie est esclave du système du CFA. Et que nous ne pouvons rien faire de bon. Toutes les batailles que vous nous voyez mener là, c'est parce que nous avons une économie qui marche avec une béquille. Une économie qui fonctionne avec un budget qui est lui-même une fiction. Parce que quand on vous dit 7 000 milliards, on n'a jamais vu les 7 000 milliards là quelque part, posés. Et lorsque vous voulez décider d'investir, si vous devez attendre qu'un ministre des Finances se déplace, aille à Washington, ou au Fonds monétaire, ou qu'il lance un appel des emprunts obligataires, etc., oui, il vous manque l'outil principal qui peut permettre à un pays de fonctionner, c'est l'usage de son instrument monétaire. Je vous donne un exemple simple. En 2008, vous vous souvenez aux États-Unis de ce qu'on appelait la crise des subprimes. Lorsque la crise des subprimes est survenue aux États-Unis d'Amérique, John McCain et Barack Obama étaient en course pour la présidentielle. Ils ont arrêté. On a dit à Bush, le pays est en danger, prends les rênes du pays. Premier et unique acte. Tournez-moi la planche à billets pour 1000 milliards de dollars. Pour sauver Lehman Brothers et tout le système financier américain. Ça, c'est l'outil politique de la monnaie monétaire. Nous, on n'a rien nous permettant effectivement d'agir de manière directe. Notre pays a des entreprises dans les années 90 qui sont, je vous montre, ça c'est l'arbre de l'ONCPB, avec les entreprises qui étaient restées, qui étaient là sur le terrain. C'est l'arbre de l'ONCPB. Et vous voyez ces chiffres-là, tout est là-dedans. Vous avez tous les chiffres là-dedans, les noms des entreprises et ce qu'on a perdu. Lorsque ces entreprises, apparemment, on veut nous faire passer du modèle de l'État investisseur, qui était le modèle initial, vers un État libéral, néolibéral, mais en réalité, on veut nous amener vers l'endettement éternel, comme nous sommes aujourd'hui. On casse cet appareil, on annonce, on fait chuter les coûts de matières premières. Écoutez très bien la démarche. Le pays qui vit de matières premières est essoufflé. Et puis, on vient, on ferme et on achète ce qu'on peut acheter. Mais si vous avez l'instrument monétaire, vous faites comme les Américains. José-Marie Ilundu, c'est vrai que votre analyse est certes pertinente, mais je voudrais que nous puissions rester au niveau vraiment nous sommes dans la problématique. Nous sommes dans l'urgence d'un remaniement ministériel. Vous êtes au niveau de la politique monétaire. Permettez. Donnez-moi quelques minutes. Parce que vous savez, c'est l'un des problèmes que nous avons. C'est qu'effectivement, nous avons les biscuits. Ici, il est question, quel est le problème? Le remaniement ministériel va se faire. Et je vous ai dit, il sera fait, on va nommer parfait, on va nommer des Camerounais. La réalité, c'est que lorsque le président annonce son programme dans les 7 années qui viennent, il faut que cela corresponde à une équipe de travail. OK? Et que cela corresponde à des ressources. L'équipe de travail, il va rien inventer. Peut-être un peu saupoudrer avec quelques partis politiques qui auraient soutenu, qui sont de l'opposition. Et puis il va remettre les ténors pour ne pas être trop étranger à son affaire. Et quelques jeunes, c'est tout ce qu'il va faire. Mais est-ce que ce gouvernement a les moyens de conduire ces politiques? Est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya parle des politiques jeunes? Non. Nous avons eu une politique, un programme jeune, c'est 100 milliards. 100 milliards. 103 milliards. Pour être exact. A-t-on jamais eu l'évaluation plan d'urgence jeune de ce plan? Qu'est-ce que ça a apporté les 103 milliards?
Ok? Aujourd'hui, moi j'ai entendu le ministre des Finances parler d'un endettement qui arrive. À quel moment, quels sont les moyens? Bon, est-ce que Paul Biya n'a pas parlé de politique femme au Cameroun? Qu'est-ce qui a été? On dit chez nous, si en te promenant en forêt, tu passes 2 fois devant le même arbre, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. Et j'ai bien peur que, en nous focalisant sur une affaire de gouvernement, qu'on nomme M. Tulé, et Saint-Éloi, et Lundu, Bessala et tout, mais qu'on se retrouve devant une situation où les moyens permettant effectivement d'exécuter les politiques sont tellement maigres qu'à la limite nous allons devenir des bandits. Merci. Et comme c'est maigre, qu'est-ce que généralement ils font? Ce qu'on nomme. Parce que nous sommes tous des pauvres au départ. Il y a des gens qui ont faim, assis à table, ils ont faim en mangeant. Chacun prend un peu, comme tu le dis là, pour son village, ou même pour sa famille. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement économique exsangue, sans moyens, sans souveraineté économique. Donc, je vais finir en disant, nous avons besoin de souveraineté économique pour asseoir la souveraineté économique, pour asseoir la souveraineté alimentaire, pour asseoir la souveraineté industrielle, pour asseoir comment je veux faire pour transformer mon cacao, comment je veux faire pour transformer mon coton, comment je veux faire pour transporter ma pomme de terre, comment je veux faire pour transporter comment je veux faire. Et alors, c'est ça qui permet qu'un ministre vive, qu'un ministre soit sûr de lui, et quand il parle, que cela soit suivi d'actes précis et concrets. Merci José-Marie Lundu. Je reprécise que l'unique numéro fonctionnel, c'est bien le 677 33 19 03. Le 677 33 19 03. Tout à l'heure, on fera un effort de lire vos nombreuses contributions. Saint-Éloi Bidon, le président de la République, lors de son discours, son dernier discours à l'Assemblée nationale, est revenu justement sur l'aspect jeune et l'aspect ayant trait aux femmes, en disant d'ailleurs que ces deux entités seront au centre de son septennat. José-Marie Lundu pense que ce n'est pas la première fois. Hein. Mais entre-temps, quand même, est-ce que pour une fois le président peut vraiment amener, je vais encore dire, des vrais jeunes au gouvernement? Parce qu'au Cameroun, parfois, lorsqu'on nomme un monsieur de 55 ans, on dit on a nommé un jeune. Est-ce qu'on pourra avoir des jeunes de 40 ans, de 38 ans au gouvernement? Est-ce qu'on peut avoir des femmes lors du prochain remaniement ministériel? Est-ce que le peuple n'a pas besoin de ce genre, de ce souffle nouveau? Parfois ici, en 2013, le président de la République, au cours d'une allocution du 31 décembre, a décrié l'inertie gouvernementale. Le président Biya, au cours d'une autre allocution du 31 décembre, a dit que les délinquants à col blanc vont devoir rendre gorge. Le président Biya a fait des annonces et il a souhaité qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie. Et la prospérité. Et la prospérité. Que ce soit la démocratie, que ce soit la prospérité, on en est très éloigné. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai cru en ce discours et je me suis cru libre en 2020 de pouvoir candidater au poste de super-maire de la ville de Yaoundé. On m'a opposé quoi? On m'a dit le président Biya a désigné tel. Ma candidature est irrecevable. Est-ce que vous avez la preuve de ce que c'est le président qui l'a dit? Je vous dis que c'est ce que le patron du parti est venu annoncer au moment où on faisait les Comment vérifier cela? Comment savoir que c'est vrai? Justement, vous me rappelez au problème de Joseph-Antoine Bell qui aurait touché des primes et le ministre Conchou a levé un papier, mais c'était le ministre qui avait personne à lui. Donc, de toutes les façons,
c'est pour vous dire qu'on en est très éloigné. N'essayez pas de me distraire, M. Parfaïs. Parce que ce que je voudrais démontrer... Sainte-Éloi, ce n'est pas de la distraction. Vous étiez à l'hôtel de ville. Un monsieur s'est levé. Il a dit que, M. Biya a dit que c'est elle qui devient maire de Yaoundé. Vous avez la preuve de ce que M. Biya a dit? Je vous dis que je me suis porté candidat. Monsieur Tila Jean-Claude, qui était préfet du Mfundi, a tordu le cou à la loi devant tout le monde. Est-ce que lui a demandé de tordre le cou à la loi? Monsieur Talba est venu à la première réunion du RDPC dire qu'il n'y aura pas de primaire. Le président a choisi Monsieur Luc Magloire, Messie Atangna. Voilà comment ça s'est passé. Donc je vous dis, et je vous dis encore, que nous avons flirté avec la démocratie au moment de la création du parti, mais le président s'est vite rebiffé. Parce que on m'a reproché quoi en fait? Et on m'a exclu. On m'a exclu pour avoir dit que je serais candidat. Et on m'a exclu et le président a signé. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il s'est battu pendant 40 ans. Nous, on est accru. Et puis, il n'en est rien. Justement pour vous dire que j'étais de ceux qui disaient déjà en 2018 que le mandat 2018-2025 était un mandat de trop. Que le président n'avait plus les moyens de pouvoir gouverner. Prenez ça au sens large, au sens noble du terme. La preuve, 2018-2025, nous avons été gouvernés derrière le rideau à la présidence. Et aujourd'hui, le président revient prendre un autre mandat. Il nous a fait un remaniement il y a 6 ans. Pendant 6 ans, le président n'a posé aucun acte de souveraineté. Qu'est-ce que vous entendez par acte de souveraineté? Il n'a fait aucun conseil de ministres. Il n'a pas présidé le conseil supérieur de la magistrature. Voilà 2 instances qu'il est seul habilité à agir. Il n'est pas vu la sortie des militaires de l'Émir. Et on continue donc. On continue donc. Et c'est pour ça que le peuple revendique à corps et à cri un remaniement ministériel. Et un remaniement. Vous savez, le peuple se nourrit du vin, des jeux, du pain et du sang. Et le peuple réclame le sang de ceux qui sont responsables de leur brimade. Et le peuple ne veut plus voir ces hommes dont la condescendance, l'insolence, l'arrogance, les abus crèvent les yeux. Il faut donc que le président écoute le peuple. Le peuple veut un remaniement ministériel. Je ne sais pas de quelle ampleur sera le remaniement. Ce sera un remaniement ministériel, un réaménagement gouvernemental, un réajustement, un remaniement sanction, un remaniement de positionnement. Par exemple, des gens qui se sont bien décarcassés pour la campagne, comme mon frère Onangini. Il faudrait... on ne sait pas. Vous appelez au gouvernement. Non, de toutes les façons, il s'est battu, c'est ce qu'il dit. Il a des capacités, il s'est battu, il est en droit. Moi, je me suis battu pour le RDPC, mais on m'a exclu. Ce qui ne fait pas de moi, pour autant, un mauvais militant du RDPC. Sauf que le président nous a dit qu'on n'avait plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Et là, je suis victime de mes opinions. Et je réclame et je revendique haut et fort mon appartenance au RDPC, ma fidélité aux idéaux que le président a défendus. Malheureusement, ils sont nombreux à mal penser. Et c'est ça qui amène donc le président dans l'abîme. Vous voyez, vous allez chuter. Je chute. Le gouvernement aujourd'hui est insolvable. Parce que à chaque membre du gouvernement du président Biya est attaché une affaire. Affaire Vondoyolo, affaire Ngongo, affaire... affaire Ngongo, il y en a. Affaire Ngongo, affaire Malachi Manaouda, affaire Le, affaire Famen Dongo, affaire... Toutes ces affaires sont pendantes. Dans tous les ministres de Biya. Tous les ministres ont... Est-ce que c'est pas excessif quand même? Je vous dis,
tous ont des affaires. Très bien. Mais on ne peut pas passer d'un revers de la main l'ensemble du groupe de personnes que le président Biya a utilisé. Et il y en a qui ont quand même posé des actes. Je veux dire que M. Cavall, malgré ses... bon, vous comprenez, si on lui demande un jour, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais président de l'Assemblée, il pourra quand même vous dire, allez en Guakelé, vous allez voir ce que j'ai laissé là-bas. Donc il y a des gens, M. Alain-Luc perd son âme, si on lui demande ce qu'il a fait, il va vous dire, allez au quartier de dragage. Vous allez voir ce que j'ai laissé. Ce n'est pas pour lui. Monsieur Nganou Djoumessi, donc Chantal Roger, tu le parlais tout à l'heure, si on lui demande qu'est-ce que tu as fait en 10 ans au ministère des Travaux publics, il pourra dire aux gens, allez à dragage, vous allez voir. C'est-à-dire l'immeuble ministériel le plus moderne, qui est comme le nez sur la figure au quartier de dragage. Donc lorsqu'on a construit l'immeuble ministériel, on a réussi le pas. Il pourra dire aux gens, allez sur le deuxième pont, sur le Vouri. De toutes les façons, c'était juste pour dire que tout le monde n'est pas mauvais, mais c'est devenu un impératif catégorique. Le président doit se munir d'un cachet pour nettoyer cette écurie gouvernementale. Professeur Wanangui veut absolument prendre la parole et on vous donne cette parole, professeur. Oui, merci de me donner la parole. Comme je l'ai déjà indiqué, la tradition camerounaise est qu'au début d'une mandature, au début d'un mandat de président, il y ait un mouvement ministériel qui inaugure en quelque sorte l'action que le président, appuyé par son gouvernement, va mener tout au long du mandat. C'est un élément de tradition qu'il ne faut pas négliger. Mais on ne s'arrête pas simplement à la tradition. Maintenant, à l'occasion d'un tel mouvement ministériel, le président de la République, qui a la prérogative constitutionnelle de nommer le gouvernement, va nécessairement arbitrer entre différentes considérations. La littérature scientifique établie avec ses auteurs de référence, le professeur Augustin Conchou-Komeni, M. Pierre Flambeau-Gayap, M. le préfet Galim Irenengon et moi-même avons dressé les critères qui entrent en compte dans l'élaboration d'une équipe. Il y a nécessairement des critères politiques en termes de confiance. Il y a des critères techniques en termes de profil, par exemple. Il y a des critères de parcours. Il y a des critères de parcours qui sont également pris en compte. Que le parcours soit un parcours politique, par exemple, à l'intérieur d'une organisation politique sur laquelle on s'appuie, comme le RDPC, ou que le parcours soit administratif ou même purement technique. Donc tous ces éléments-là peuvent entrer en compte. Maintenant, comme disait M. Elundu, il y a des conditions, et je dirais des conditions contraignantes de l'action d'un gouvernement. Et les préoccupations que posent nos compatriotes ont trait à ça. C'est-à-dire, quelle est la marge de manœuvre d'une équipe gouvernementale que le président Paul Biya va pouvoir mettre en place? Et c'est là où le poids d'une contrainte pèse, qui est le grand problème des pays de la zone franc. Comment faire, par exemple, des politiques structurelles sur le plan économique en étant privé d'une action directe par la monnaie? Ça, c'est une grosse difficulté. Et ça, c'est l'un des problèmes que le président a toujours rencontré. Mais évidemment, il fait face à des résistances stratégiques qui viennent de l'extérieur. Et qui sont, pour finir, qui sont à l'origine, d'ailleurs... Répondez à la question, professeur. Mais est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Je vois le thème là. Est-ce que je n'ai pas... enfin remanier le gouvernement? Mais il va remanier le gouvernement. Il a répondu. Attendez, moi je vais poser une autre question. Oui. Je m'appuie sur Valère Bessala.
vous êtes dans des explications idéologiques. Non, ce n'est pas des explications idéologiques. C'est des explications systémiques et structurelles. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas son porte-parole, mais il a posé un problème sur cette table. Oui. Le président Biya que nous avons en 2025, est-ce qu'il a encore toute sa capacité, toute sa force à redonner un gouvernement de forte amplitude au peuple et valeur et aller en profondeur pour démontrer qu'il y a déjà un certain nombre de soucis? Monsieur Aïssi, est-ce que cela n'est pas le monsieur Aïssi, vous savez que cela relève d'une construction mythologique. Ah bon? Oui. Ce qui est déterminant dans l'être humain, c'est certainement la condition physique, mais c'est surtout la condition intellectuelle. Tant que vous n'avez pas fait la preuve que le président Paul Biya n'a pas ses capacités mentales, à la tête du Cameroun, il peut diriger. Parce que c'est le cerveau, c'est le cerveau qui dirige. Et j'ajouterais, contrairement à ce que certains pensent, tant que quelqu'un qui est âgé n'a pas de maladie qui affecte ses capacités nerveuses, il est encore plus intelligent que vous. Parce que, attendez, plus qu'à l'intelligence, plus qu'à l'intelligence constitutive, s'ajoute l'intelligence acquise de l'expérience. Le conseiller technique du président Yadema, s'ajoute, le président a mal au pied et n'a pas mal à la tête. Même que je suis d'accord avec vous. Mais dites-nous ça en français facile. Mais je l'ai dit, moi je ne suis pas là pour le français facile. L'ampleur du gouvernement, c'est annoncé. Vous m'empêchez de parler. Parce que vous tournez autour. Non, je me tourne autour. La capacité à pouvoir oui, alors que Ngongo c'est la mythologie. Il a la capacité à pouvoir sortir. Attendez, vous voyez comment vous voulez mener le débat. Non, c'est pas vous, monsieur Bidou. Attendez. Mais on ne peut pas répondre à 1000 questions. Il va nommer qui? Laissez-vous parler. Vous avez votre gouvernement que vous voulez imposer à Paul Biya. Non, c'est Paul Biya qui a été élu. Et c'est Paul Biya qui choisit avec qui il va travailler. Par contre, avec son expérience politique et son art gouvernement, Paul Biya lui-même sait, et il a dit dans son discours de prestation de serment, qu'il sait qu'on est dans une période sensible. Et dans une période sensible, lui-même a intérêt à intégrer dans une certaine mesure les attentes qui viennent de ce que vous appelez le peuple. Moi, je dirais simplement la communauté. Valère Bessala veut encore réagir. Valère Bessala, le professeur Wanangini insiste, tant que l'homme a encore toutes ses capacités mentales, il n'y a aucun souci. Personne de nous, sauf preuve ici, n'a le bulletin de santé du président. Personne. Donc alors, autant je ne peux pas dire avec certitude qu'il ne peut plus, autant aussi ceux qui disent qu'ils peuvent ne peuvent pas le dire avec certitude et preuve à l'appui. Donc nous autres qui disons qu'il ne peut plus ou alors il ne pourrait plus sur une certaine proportion, c'est sur ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Bon, donc je voudrais dire que on parle du discours du président. Les discours du président ne valent plus rien au Cameroun. Je prends le discours du 31 décembre, je crois que René Tchoula en a parlé, ou René Bidou, 2018. Ce septennat sera le plus important. Oui, il a dit. Vous avez l'impression qu'il a été le plus important? Non. Positivement? Non. Non. Mais négativement? Oui. Les détournements, Covid, les morts dans le gouvernement, on n'a jamais renouvelé, le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a jamais tenu, quand Conseil ministériel, rien du tout. Donc, vous comprenez, et l'homme revient encore à la prestation de serment avec un discours où il a senti quand même que la jeunesse s'est réveillée, parce que ce qui se passe actuellement, c'est la jeunesse. Ils sont coincés de ce que la jeunesse qu'ils ont utilisé pendant 40 ans commence à s'éveiller, et que la jeunesse de 2025 et de 2018 est en train de se démultiplier. Et c'est pour cela qu'ils ont fait une emphase, celui qui a rédigé le discours sur la jeunesse et la femme. Mais alors, et quand même il dit qu'il va faire la part belle à la jeunesse et à la femme, il parlait des travaux IMO.
à haute intensité de main-d'œuvre. Ça veut dire des enfants qui vont prendre les pelles dans les quartiers, les truelles, et qui bordent la route, et voilà ce que Paul Biya réserve à la jeunesse. C'est-à-dire les travaux dans les bords des rues à faire. Alors il faut absolument que la jeunesse intègre, puisque nous parlons du gouvernement, que cette jeunesse intègre effectivement l'appareil pour qu'elle fasse montre de ce dont elle est capable. Prenez le ministre de la Jeunesse. Plus de la soixantaine aujourd'hui, il tire vers 70 ans, un ministre de la jeunesse. Alors qu'on a des casses partout, c'est les jeunes qui cassent. On s'attendait justement à voir que le ministre de la jeunesse, qui est un congénère de la jeunesse, se lève et dise, voilà, nous ne pouvons pas le faire. Mais le mec ne peut pas sortir, le mec ne peut pas sortir parce qu'en fait, il n'est pas de la génération, il n'a pas d'intérêt pour la génération. Alors, sur la question du gouvernement, moi je pose la question autrement, puisque certaines personnes ne veulent pas répondre. Qui a intérêt à ce qu'un gouvernement soit pris et qui n'a pas intérêt? C'est ça le véritable souci. Lorsqu'un chef a atteint ce niveau, je vais dire entre guillemets, d'incapacité physique apparente, parce que personne n'est dans sa tête pour savoir que psychologiquement, le niveau d'incapacité a atteint un tel niveau, vous comprenez? Donc, on se pose à qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement? Ceux qui sont actuellement dans le gouvernement n'ont pas intérêt. La première preuve, c'est qu'il y en a qui sont morts depuis 2022 dans le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas sorti parce que tous savaient que un gouvernement qui sort, forcément, l'un ou l'autre va perdre sa position. Et que le Biya qui est fatigué maintenant là, on va vers la fin de Biya, c'est-à-dire la fin physique, mais aussi la fin d'un régime. Et donc, un gouvernement suppose qu'ils vont perdre la main sur la succession. C'est-à-dire que celui qui est LGPR risque de ne plus être LGPR au prochain gouvernement. Celui qui est ministre de la Justice, celui qui est ministre de ceci risque de ne plus avoir la même position. Et donc, c'est ce qu'on va nommer qui auront la main sur la succession, puisque le vieux est déjà très âgé. Donc, à tout moment, tout peut arriver. Je m'en excuse. Vous comprenez? Donc, voilà qui a donc intérêt. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas intérêt. Et ils ont même commencé à introduire dans nos esprits une affaire de vice-présidence. On en parle pas. Non, je suis sur le gouvernement. Une affaire de vice-présidence. Alors, qui aurait intérêt à vice-présidence? Je ne crois pas que c'est celui qui est LGPR. Parce que pour le moment, c'est lui qui tient le pays. C'est lui qui donne les ordres aux autres ministres pendant que le Premier ministre se ronge les doigts. Instruction du président. Très bien, très bien. Quelqu'un a dit qu'il gouverne derrière les rideaux. Et donc, vous croyez qu'il aurait un intérêt à ce qu'il y ait un vice-président? Non, il va torpiller le projet. Parce qu'un vice-président suppose qu'on le démette de ses responsabilités ou de sa prégnance sur le reste des membres du gouvernement et sur l'appareil, et que ce soit le vice-président qui fasse le travail à la place de Paul Biya, et que lui s'endorme. Donc nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Je termine par là. Nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Et je sors par là pour dire que le problème aujourd'hui, et ça c'est un appel aussi, à ceux qui partagent son intimité. C'est-à-dire que c'est le moment pour ceux qui sont dans son intimité, notamment dans sa cuisine, de comprendre que Biya vous a laissé cette année pour faire du Cameroun ce que vous voulez. Le pétrole de la SNH, les ministres qui détournent et qui parfois donnent des bakchiches à gauche et à droite. Il vous a laissé 7 ans. Permettez-vous qui partagez l'intimité du président de la République que ce monsieur, ce patriarche, sorte par la grande porte. Permettez-lui de prendre vraiment, si on dit qu'il y aura vraiment un gouvernement, qu'il prenne vraiment un gouvernement pour nettoyer, qui châtie et qui essuie les larmes du peuple. Parce qu'effectivement, tout se passe dans sa cuisine. Merci. Et à José-Marie, qui insiste également à prendre la parole. Nous avons besoin d'un gouvernement qui nettoie, un gouvernement qui puisse répondre aux aspirations du peuple. Et non un gouvernement encore juste pour jouer. C'est ça? Parfait. Je suis vraiment impressionné par le côté émotionnel qui anime. Mais nous parlons de la République. C'est normal qu'il y ait de l'émotion. Je vais vous dire une chose. Moi aussi, j'en ai. Je pense que nous avons la mission de construire le Cameroun de demain, dont parle Valère. Mais ce problème de Valère, c'est qu'il pense qu'il peut le faire maintenant et tout de suite. C'est-à-dire nous sommes dans un modèle on attend de encore 43 ans. Monsieur, donnez-moi 2 minutes. C'est-à-dire, vous êtes dans une sorte de baobab qui a mis ses racines. Vous comprenez? Et pour déraciner cette affaire, vraiment il faut être réaliste tout simplement. Les gens essaient de se mettre à la place du président Biya. Je pense que c'est difficile de le faire. Parce que personne ne sait véritablement d'où viennent ces décisions. Personne. Peut-être ce n'est même pas lui qui... Peut-être ce gouvernement viendra d'un cabinet qu'il a commandé dans le monde. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si vous nous le dites, c'est très dangereux. Il va signer.
Non, je dis que... Si vous le dites, je dis ceci, le casting, on appelle ça un casting. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec vous, partiellement que il ne sait plus, il n'a pas rencontré des gens, il n'est plus, etc. Mais n'oubliez pas que Paul Biya a indiqué que les consultations stratégiques ont été faites, bien sûr. Il a dit. Alors qu'on disait justement que ce n'était pas ça. Que c'est Ngongo. Voilà. Il a dit pendant le discours que les consultations stratégiques que j'ai faites avec mes équipes me permettent de voir. C'est la seule chose que moi j'ai. Je suis journaliste dans une époque. Je ne veux pas lire dans la boule de cristal. Ni je ne cherche pas le sexe des anges. J'ai dit clairement que je n'ai aucune raison de croire aujourd'hui que Paul Biya ne peut pas faire un gouvernement, mais seulement évitons de faire le gouvernement à sa place. C'est ça. L'impression que j'ai, c'est que bon, il y a des gens qu'on n'aime pas, ou il y a des gens qui ont trop fumé, ou qui ont été trop présents. Par exemple, celui dont on parle, qui a été trop présent. Mais, monsieur, c'est bien Paul Biya qui a pris la délégation et a remis à ce monsieur. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi il l'a fait? Quelles sont les raisons pour lesquelles le président l'a fait? On va chuter, Joseph. Je crois que nous sommes dans un mauvais sujet. Parce que c'est un sujet, à mon humble avis, qui nous distrait des réalités de fond. C'est-à-dire que je vous dis que dans le contexte économique, social et structurel actuel, l'efficacité d'un gouvernement ne viendra pas du fait qu'il s'appelle Elundu. Viendra d'une capacité à remobiliser les structures économiques et sociales et politiques au Cameroun. Très bien. C'est la seule chose qui va nous permettre. Et c'est pour cela que ce n'est pas une affaire de Paul Biya seulement. C'est une affaire que nous devons, en tant qu'analystes, tous ici sur la table, nous sommes des vieux routiniers. Moi, quand j'ai vu la fiche, j'étais heureux. Parce que ça, c'est vraiment la Dream Team, l'une des Dream Team au Cameroun aujourd'hui. Ça fait une trentaine d'années, peut-être plus jeune, c'est ça là qui est très percutant. Donc, je pense que nous avons une mission. Repenser. Parce que, messieurs, ce qui vient de nous arriver là, les enfants qu'on a perdus et tout ça, doivent interpeller en profondeur notre capacité à réfléchir sur le Cameroun. J'ai parcouru les réseaux sociaux. L'une des choses que j'ai observées, c'est des masses ignorantes absolument de l'histoire de leur pays et du fonctionnement de leur pays. Absolument. Merci. Et je crois que c'est l'une des missions des jeunes, comme Valère qui est très écouté, de dire aux jeunes que si, même lorsqu'on veut faire une révolution, on doit avoir une certaine souveraineté intellectuelle. Vous voulez seulement utiliser Valère, seulement lorsqu'il faut aller calmer les jeunes. Valère est un guide. C'est lui qui a écrit. Lorsqu'il faut aller calmer les jeunes. Là, vous appelez Valère. C'est le guide. Je ne peux pas aller chercher un monsieur qui ne... Toutes les propositions que Valère fait depuis 10 ans, on vous les... Moi aussi, j'en fais depuis 40 ans. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est qu'aujourd'hui, on a besoin des soldats. Moi... Et donc Valère peut être un bon soldat pour vous. C'est un bon soldat pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Moi, nous avons travaillé, je crois que vous le savez, je ne suis pas à premier plateau avec vous, que depuis plus de 30 ans, nous avons fait ce travail. Et que nous ne sommes plus heureux de ce qui se passe. C'est-à-dire que les Camerounais veulent encore avoir des scores à la russe. Pour moi, un score de 53% et 35% me paraît être un score que l'on peut commencer à se dire que bon, voilà un score qui peut permettre que les Camerounais s'équilibrent. On va passer la parole à Roger. Pourquoi est-ce que cela gêne? Permettez aux autres d'avoir également... J'ai fini en disant simplement que parmi les gens que l'on veut chasser du gouvernement, on dit ceci: il a perdu dans son village. Or, la circonscription électorale, c'est le pays. C'est le pays. Mais on trouve quand même le moyen d'aller identifier un niveau. Présidentielle. Merci. On vous passe la parole là. Il y a un autre volet, je pense même que certains l'ont dit sur ce plateau. C'est ce volet-là qui nous amène quand même à constater que dans ce gouvernement, il y a quand même des ministres qui ont déjà mis plus de 2 décennies au même poste. Que faisons-nous de ce genre de ministres? On les change, on les envoie se reposer. Et moi j'aime parler du Cameroun. Un ministre qui a perdu les élections chez lui n'a pas sa place au gouvernement. Ça veut dire qu'elle a été vomi. Au Nanguini, le professeur, le recteur, a dit qu'ils ont travaillé sur un type d'homme à proposer au président.
il y a donc des types politiques, il y a des technocrates. Dans le gouvernement actuel, j'ai beau chercher des technocrates, je n'en trouve pas pour ce qui me concerne. C'est donc un gouvernement de politique. Chaque fois que le président a gagné avec 82%, 90%, 95%, il n'y a jamais eu autant de frilosité, autant de casse, autant de contestation. Les victoires sont nettes, les victoires sont réelles. Ne faisons pas l'Autriche quand on a eu 53%, alors qu'on vient souvent de 92%, on a baissé, on a été mal élu ou mal accepté. Le peuple a parlé, c'est une critique. Pour quelqu'un qui gagne soit avec 90%, quand il descend à 53%, encore que ces 53% sont très contestés, ce n'est pas une victoire éclatante. Il ne faut pas se cacher. Il faut donc remanier. Ça n'existe pas un pays où quelqu'un a fait 30 ans, pardon de citer M. Hélène Pierre et les autres, ça n'existe pas un pays où quelqu'un a 27 ans. Ça n'existe pas où quelqu'un est resté 50 ans au gouvernement. Tant que M. Tuile et Bidouvel entrent au gouvernement, c'est ça le problème. Pour ça, vous venez de me couper. Pour ce qui me concerne, j'étais de l'opposition dure. J'ai accompagné M. Tirouma et tous les autres hommes politiques dans les négociations pour le choix du candidat. Je suis donc, je crois, très mal choisi pour aller au gouvernement actuel. On ne sait jamais. Non. J'ai vu prononcer des noms qui sont vos amis, sans doute, M. Cabral Libi, M. Joshua Ochi, ainsi de suite, M. Tuilé, son nom n'est jamais. Voilà, probablement ceux qui peuvent entrer au gouvernement. Qui sont jeunes. Son nom, le nom de M. Tuilé n'est pas souvent arrivé, sinon pour des bastonnades et des brutalités. Monsieur Bidou parlait tout à l'heure de la non-démocratie. Nous avons fait campagne ensemble à Yaoundé 6. Et un grand membre du RDPC m'a dit Tuile que la Zadoué, que le top maire à Bafan, parce qu'il pensait que Tuile, ça veut dire Bafan. Il me l'a dit à moi. Il est toujours là aux affaires. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue les Autriches. Ce gouvernement a fait la preuve de ses insuffisances. Il faut le changer complètement. La question centrale, elle est sur la connaissance des hommes. La neutralité, je mets des guillemets, de ces hommes. À ne pas dépendre, parce que le Cameroun est laïque, des francs-maçons, des rose-croix, des lobbies occultes, des lobbies tribaux, des forces qui tiennent le président. Un tel gouvernement sera à nouveau un gouvernement inutile. Il faut, je finis par là, je finis est tenu par des francs-maçons, des roses. Non, on ne s'est pas bien compris. J'ai dit qu'un gouvernement qui serait dicté par ces loges, alors que nous sommes dans un pays laïque, ne changera rien du tout. Un autre volet que nous survolons allègrement ces moments-ci, c'est je crois que vous allez arracher le bic que le président Cavaille a envoyé à cette allure. Je voulais sans doute trahir quelque chose. Le ministre Onangi est régulièrement cité comme ministre de la ville. Et donc, pour entrer sur quelque chose de plus, qui me tient le plus à cœur, je voulais dire simplement que quand un gouvernement a échoué comme celui-ci, il faut remanier. Il faut remanier pourquoi? Parce que, au contraire de ce que nous avons vu, le tribalisme a rejailli. Un problème qu'on peut régler fondamentalement, c'est également le problème du nozo. C'est que ces jeunes, ceux qui sont en brousse, c'est des jeunes. Ce n'est pas des vieux qui sont des guerrieros. Il faut regarder très, très sérieusement le problème de l'Est de la République. C'est capital, c'est essentiel, c'est important. Merci. Permettez-moi d'aller au niveau de notre messagerie où nous sommes très bousculés. Ils sont éparpillés à travers le monde, ils veulent contribuer. Je prends d'abord ce premier message qui nous vient du Tchad. Bonjour parfait, bonjour au panel. Juste pour dire que les discours politiques en Afrique, on était toujours... on sait toujours ce que le peuple demande. C'est un changement radical du groupe ministériel qui ne nous sert plus à rien, avec des éternels ministres. Que Dieu veille sur le Cameroun. C'est Bada Emmanuel depuis N'Djamena. Un autre message, bonjour chers voisins. Un remaniement est plus que jamais urgent, mais avant cela, il doit officiellement retirer la signature. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est Saïd Edi Caprio du côté des Garois.
Un autre message ce dimanche. Bonjour Perfecto, le Clément Atangana de la modération. Je salue le plateau et nos téléspectateurs. Remanier le gouvernement n'est pas seulement une opération cosmétique. C'est l'occasion de réinsuffler de l'efficacité, de la modernité et une réelle représentativité. Je voudrais insister sur un point crucial. La diaspora camerounaise doit être pleinement intégrée. Nous devons envisager un ministère au secrétariat dédié à la diaspora et créer des circonscriptions pour élire des députés depuis l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. C'est le nœud gordien de notre unité nationale. Des millions de Camerounais vivant à l'étranger doivent participer aux décisions qui façonnent notre nation. Par ailleurs, ce remaniement doit être guidé par le mérite et l'efficacité. Les ministres qui ont réussi à produire des résultats doivent être récompensés, tandis que ceux qui ont été battus dans la circonscription doivent sérieusement envisager la démission. Cette dynamique est indispensable pour moderniser notre gouvernance et préparer l'avenir. Que ceux qui nous écoutent ce dimanche prennent cela au sérieux. La victoire de notre candidat ne doit pas nous faire oublier le message des électeurs. Le score avec lequel il a gagné doit nous interpeller tous. C'est François Tama Obama qui envoie cette contribution. Bonjour, au-delà des beaux discours, nous invitons le chef de l'État à agir car c'est dans l'action que jaillit l'espoir. Bien qu'ayant beaucoup d'admiration pour le président de la République, vu son engagement et sacrifice au service de la nation, 60 ans environ, je souhaiterais qu'il aille se reposer, ainsi que toute sa clique, également toute son opposition qu'il nous a imposée pendant 43 ans au prix des élections controversées à chaque septennat et des morts innocentes. Il faudrait une nouvelle classe politique, de nouveaux visages, avec une vision et un sens élevé du devoir, tel que certains de vos invités, Owenangini, Valère Sala, et j'en passe, c'est Cyril de Douala qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour l'Onkuta de la modération, et particulièrement au professeur Owenangini, Issa Chiroma Aboza, au Nigeria, Biafra en remaniement, ça c'est sûr. Bonne journée, c'est Joey de Mbankomo qui envoie cette contribution. Bonjour à vous sur le plateau, je salue la cohérence du professeur, je salue également Valère Bessala, on dirait qu'il lit dans mes pensées. Moi c'est Djaoué Dirdim Joseph, chef service régional à la délégation régionale du Minépia de l'extrême nord à Maroua. Merci à vous. Bonjour l'Onkuta de modérateur, bonjour parfait et à tout le panel. S'il vous plaît, dites au monsieur qui revendique pour la région de l'Est et que le problème de sa région se trouve dans toutes les autres 9 régions du Cameroun. Tout le pays est en larmes parce qu'un groupe d'individus s'est accaparé le pays au bénéfice de leurs enfants. Je suis du Sud, mais pour nous, les enfants des pauvres, quand tu es trop fort à l'école, tu n'as droit qu'à l'école normale supérieure et rien de plus. La preuve, c'est ça que le papy vient de réouvrir. Et au sorti de cette école, tu attends encore 3 ans dans l'espoir de percevoir ton premier salaire, mais étant au nord, en fin de compte, soit tu pars au Canada, soit tu prends le crédit à la banque et tu abandonnes ce travail de misère et rentrer chez toi faire l'agriculture et l'élevage. S'il te plaît, parfait, ici, dites-nous, un monsieur qui fait 25 ans dans un ministère, c'est pour envoyer quel message aux Camerounais? C'est Guy depuis Guider. Un autre message, un remaniement ministériel au Cameroun pourrait être perçu comme une solution pour apaiser les tensions politiques actuelles, mais son efficacité dépendrait de plusieurs facteurs. Il parle de contexte politique tendu, d'un réajustement des équilibres internes, d'un maintien de la stabilité, et il parle des attentes des Camerounais. En somme, un remaniement ministériel pourrait être une solution temporaire pour apaiser les tensions, mais il faudrait qu'il soit accompagné des réformes profondes et d'une volonté de dialogue politique pour résoudre les problèmes structurels qui affectent le pays. C'est Laurent depuis Douala qui envoie ce message. Prenons ce dernier message. Bonjour, cher Perfecto. Un remaniement est urgent, mais avant cela, le chef de l'État doit accorder des remises de peine et la grâce aux personnes privées de liberté, diminuer le nombre de ministres et le train de vie de l'État, admettre certaines autorités administratives et directeurs à faire valoir leur droit à la retraite, refonder la question foncière et minière, valider le projet du code électoral consensuel, accorder la primeur sur le poste
du Premier ministre à un opposant. Pour terminer, arrêter cette affaire de la lutte contre la corruption qui est en contenu flou et creux et mettre sur pied la lutte contre les corrompus. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie cette contribution. Nous prenons cette touche oppose et on reviendra pour la dernière ligne droite de votre programme.